Donc c'est Andrés Belo Caracas, Venezuela. Donc nous démarrons la communication avec Monsieur Gérald Désert. Est-ce qu'il nous entend? Allô? Oui, je vous entends très loin. Oui. On y va. 10 minutes, chers collègues. Je peux commencer? Je peux commencer? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je remercie l'équipe de Jean Moumou et de Roxana Vedigas pour l'organisation de ce merveilleux colloque. Donc, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas pu, pour des raisons indépendantes de ma volonté, voilà, donc les obligations familiales m'obligent à rester sur la terre Martinique, mais sachez que j'aurais voulu être des vôtres ce matin de visu pour mieux expliquer mon travail. Alors, le titre de mon travail, c'est Rubén Blades, une esthétique décoloniale de la transmodernité. Alors, cette étude entreprend de montrer en quoi la salsa de Rubén Blades répond par ses diverses thématiques à un besoin de reconstruction de nouveaux paradigmes pour l'Amérique latine et le continent latino-américain, en rapport direct avec le pragmatisme ou militance politique de l'artiste nourri des diversalités épistémologiques. Alors, je propose un plan qui est le suivant. En un, une analyse de la genèse de cette évolution de la salsa, son contexte d'émergence. En deux, Rubén Blades, un cantautor protéiforme. Et en trois, l'exploration de l'esthétique décoloniale chez Rubén Blades. Alors, pour ce faire, je vais dans la première partie de mon exposé expliquer ma démarche et dans les autres apporter plus de détails sur l'auteur. Alors, en ce qui concerne la genèse de la salsa, alors je m'appuie avant tout sur des chercheurs, notamment des musicologues comme des musicologues cubains et d'ailleurs Maria Teresa Linares, sur les travaux d'Isabelle Marie, de Saúl Escalona, musicologue, Isabelle Aretz, aussi sur le philosophe cubain Antonio Benítez Rojo, etc. Donc, toute cette première partie dresse la genèse de la salsa. Dans cette première partie, je parle surtout de la tradition du son cubain, en montrant que Cuba joua un rôle primordial dans le processus musical caribéen et latino-américain. Donc l'influence de la musique cubaine dans la salsa est indéniable. On sait très bien que Cuba est influencé, il y a un apport africain très dense qu'on retrouve à travers des rites comme le yéyé, le paracombé, le Congo, etc., le yambou, guaguanco et Columbia. Donc tous ces éléments sont importants dans la constitution, dans les composantes de la musique dans la Caraïbe. Et puis donc il y a aussi l'apport hispanique, bien évidemment, à Cuba. L'apport hispanique qui se voit par l'usage de la guitare, l'harpe, et puis l'apport hispanique dans la poésie, la décima, le dizain, bien entendu, que les Espagnols ont apporté. Et cette tradition des dizains, qui est une tradition particulière en Amérique latine, qui est un petit peu différente de celle de l'Espagne, et qui, en Amérique latine, est chantée. Je rappelle que la décima est chantée, notamment Violeta Parra est une de ses compositrices de décima. Il y a aussi l'élément français, bien évidemment, dans le rythme de la contrôle-danse du minuet, du minuet et del vals. Alors, je pars de ce principe que Cuba, bien évidemment, est la pierre angulaire de ces musiques, surtout de la salsa, dans la Caraïbe. Je montre aussi dans cette première partie comment émerge la chanson de protestation et comment sa thématique est révolutionnaire et liée à la notion de patrie. Donc, dans un second temps, dans cette première partie,
Je parle bien évidemment de la révolution cubaine de 1959, qui a eu bien évidemment un impact indéniable. Fidel Castro à Cuba, par exemple, promeut, on sait, l'intégration des pays latino-américains, la solidarité face au sous-développement. Cuba symbolise la lutte anti-impérialiste et cela va bien évidemment produire un effet papillon dans beaucoup de pays d'Amérique latine, notamment la Colombie, le Venezuela, le Chili, le Panama et la Caraïbe, et aussi le monde. Alors sur le plan artistique musical, des années 50-60, la chanson s'actualise. Je montre tout ça avec la balade, la fameuse balade, le nom balade, et les thématiques abordent donc déjà un contenu plus social, plus patriotique, plus nationaliste, avec un certain rejet de l'impérialisme. Donc, dans les recherches, on retrouve aussi cette thématique révolutionnaire qui est exploitée par un grand nombre de compositeurs cubains. Alors tout ce mécontentement, toutes les insatisfactions sociales développent une nouvelle forme musicale que l'on connaît sous le nom de chanson de protestation. Alors, il y a deux types dans la recherche que j'établis, il y a deux types de chansons de protestation. Celles qui dénoncent les injustices sociales et celles qui chantent la révolution et incitent le peuple à la lutte. Alors bien évidemment, Ruben Blades s'inscrit dans ce deuxième volet, c'est-à-dire dans le premier, mais aussi dans le deuxième, bien évidemment. Il n'y a pas que Ruben Blades, mais il y a aussi tous les chanteurs du Chili, comme Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui en Argentine et Mercedes Sosa. Il y a toute une liste de chanteurs, je ne vais pas les énumérer, hein, donc simplement pour montrer que il y a ce désir, cet embrasement révolutionnaire en Amérique latine, et cela passe par les traditions de chansons. Et sur Cuba, on connaît très bien les Silvio Rodriguez, Pablo Milanés, Noël Nicolas, etc. Et à Porto Rico aussi, là, il y a aussi la Nueva Trova de Puerto Rico avec Dani Rivera. Donc, tous ces éléments sont un contexte de base, bien évidemment, et vont faire émerger, bien évidemment, le contexte politique, les contextes, cette espèce de guerre froide qui est menée en Amérique latine. Tous ces éléments-là vont amener une certaine migration de ces artistes et qui vont se retrouver, bien évidemment, aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est dans le creuset du Bronx de New York qu'émerge cette fameuse salsa. Les Cubains émigrés se retrouvèrent avec d'autres émigrés latino-américains. La communauté portoricaine, par exemple, de New York, se mélangea aux musiciens de la Havane et favorisa l'expansion des cultures latino-américaines. New York est vraiment le point névralgique des musiques latino-américaines. Donc, je montre tout cela, cette évolution, et comment on arrive aussi à la salsa, parce que la salsa passe par toute une série d'expérimentations dans ce monde. C'est pas tout de suite qu'il y aura une désignation de l'appellation salsa. Il y a toute une série d'expérimentations. On peut citer la pachanga cubana avec Ribarito. On peut citer aussi avec Eddie Palmieri, le fameux rythme de Jala Jala, le mozambiquais, le Watusi de Ribarito, etc. Donc toutes ces musiques évolue, toute cette musique évolue. Il y a aussi l'expérimentation avec le bougalou, hein, tous ces éléments, et ça va se stabiliser plus ou moins, la salsa va se stabiliser plus ou moins dans les années 65 à 69. Donc, je montre aussi dans cette première partie les caractéristiques de la salsa sur le plan musicologique et aussi l'émergence de la salsa consciente. Donc, bien évidemment, la salsa est une musique populaire, c'est l'élaboration de mélanges rythmiques, c'est une condensation de rythme, nous dit Isabelle Lémarie, etc. Donc, comme le mot l'indique, bien évidemment, salsa veut dire sauce. Ça rappelle bien évidemment ce ajiaco dont parle ce philosophe cubain Antonio Benítez Rojo. Et l'ajiaco, c'est ce plat antique et prestigieux de Cuba où on mélange des produits indigènes européens
et africain. Donc, voilà, donc l'émergence de la salsa. Donc, je montre comment ça se construit, que c'est une musique qui acquiert une importance définitive en 1975 avec la sortie du film Salsa de la Fania All Star. Donc, je montre toute cette évolution de la salsa et aussi je parle bien évidemment de ce groupe Fania All Star dirigé d'une main de maître par Willie Colon. Et Willie Colon, bien évidemment, qui intégrera dans son groupe Ruben Blades dans les années 74. Donc, Ruben Blades a cette particularité justement d'avoir une salsa consciente. Hein? Donc, il se développe au sein même de ce groupe, de cette grosse formation, un type d'écriture, hein, celle qu'on peut nommer chanson de protestation si on veut, mais qu'on nomme dans la presse, on retrouve surtout le mot salsa consciente. Donc Ruben Blades est un des meilleurs représentants pour la qualité de sa création musicale et sa qualité d'intellectuel, parce que Ruben Blades est un intellectuel qui fait émerger la vox populi, tout en dénonçant les problèmes inégalitaires et humains que vivent les classes sociales des faubourgs à cause des classes sociales politiques dominantes, l'oligarchie par exemple. Donc, d'une certaine manière, il faut dire, comme à l'instar d'Hector Lopez, que la música ha sido el cronista americano, sobre todo en cuanto a la sentimentalidad, actitud vital et imaginario social. Donc, de tout le contexte politico-historique éparpillé ça et là dans des espaces américano-caraïbes, on peut dire que tous ces contextes nourrissent la pratique artistique de Ruben Blades, qui n'est pas sans ignorer l'histoire et artistique de ces espaces. Alors, ma deuxième partie s'attache à montrer l'aspect protéiforme de Ruben Blades. Je dresse bien évidemment une portraiture de l'artiste, montre son contexte social, bien évidemment, la famille à l'histoire du canal de Panama, hein, bien évidemment, donc on n'est pas sans ignorer l'importance de ce problème politique à Panama et qui, bien évidemment, sera retranscrit dans la musique de Ruben Blades. Oui. Les thématiques abordées par Ruben Blades, bien évidemment, en suivant les travaux de José Antonio Rodríguez Frino, on retrouve la salsa dans un article, la salsa narrative et la marcandialisation de l'Amérique. Bien évidemment, les thématiques qu'il dresse, c'est une conception spatiale du temps, l'usage du réel merveilleux, du réalisme magique, l'importance de la foi dans le projet américain et la vérité comme élément de jugement. Alors, le projet que j'ai mené dans le cadre de mes propres recherches sur Ruben Blades rejoint en quelque sorte cette vision, puisque les grands axes thématiques que j'ai abordés sont les problèmes politiques et socio-économiques en Amérique latine, la crise des valeurs morales et les solutions et perspectives comme le syncrétisme religieux, le patriotisme, le désir d'union continentale. Alors, en troisième lieu, je traite de Ruben Blades comme une esthétique décoloniale. Je définis ce que c'est que la notion de décolonial par rapport aux études postcoloniales. Je montrerai bien ces éléments par rapport aux travaux de Capucine Boana sur les études décoloniales et postcoloniales dans les débats français. Je montre bien évidemment qu'il se dégage une épistémologie du Sud, une écologie des savoirs qui consiste à viser une plus grande vision de l'identité continentale latino-américaine. Et c'est ça le projet, ce projet d'une stratégie de construction en même temps, stratégie de déconstruction, de détotalisation radicale, de décolonisation dans la zone de l'Est et de la zone de... Donc, je propose aussi une analyse interne de quelques documents à des époques différentes, à
temporel, bien évidemment. J'ai Maria Lyonsa et Tiburon, par exemple, 3 chansons qui montrent un petit peu, qui sont en relation avec la poétique décoloniale. Alors, ce que nous venons de voir traduit bien besoin de reconstruction, de nouveaux paradigmes pour l'Amérique latino-américaine, la dimension d'engagement par l'écriture, par la création d'un système esthétique favorisant les épistémologies du Sud par l'écologie des savoirs. Il va sans dire qu'il s'opère une reconquête de la culture ancestrale, soit l'idée d'une réhabilitation de l'indigène, voire une quête d'identité traduisant une espèce d'extériorité à la pensée occidentale. Sous une vision postmoderne latino-américaine et plutôt transmoderne, une pensée décoloniale permettant d'envisager la recherche de nouveaux paradigmes, d'un discours unitaire universel comme matrice sociétale ou sorte de méta-récit sérieux nécessaire pour un projet utopique d'émancipation de la pensée de système. Voilà donc, je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues.